Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette session d'information dont voici les titres. Liberté provisoire accordée ce matin à Madame Hama Hadiza, arrêtée pour supposition d'enfant. Atelier de validation des conclusions de concertation régionale sur les priorités pour les notes conceptuelles tuberculose et paludisme. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. L'affaire des bébés importés, les restants des présumés coupables dans l'affaire de supposition d'enfants dont l'épouse de Hama Amadou ont bénéficié ce matin d'une liberté provisoire en attendant le jugement au fond de cette affaire. On écoute Maître Moussi, l'avocat de l'épouse de Hama. Il s'agit d'une liberté provisoire pour l'instant parce que le fond n'a pas encore été jugé. Je rappelle que le lot de Hadiza de ses consorts fait partie des derniers à être libérés. Un gros lot, un grand lot, un grand nombre de parties des gens qui ont été en détention préventive ont été libérés depuis le 25. Et maintenant, je me félicite de leur liberté parce que finalement, la raison a prévalu. Parce que si c'est de la justice, on aurait pu les libérer depuis longtemps. En même temps, au moins avec les autres, ou bien avant, parce que elle était, quoi qu'on dise, elle était la première à déposer une demande de liberté provisoire. Quoi qu'on dise, et je défie n'importe qui me prouver le contraire. Maintenant, elle a été libérée, je m'en félicite, je remercie tous les acteurs de la justice qui ont suivi le droit et qui ont tranché aussi en équité. Parce que à un moment donné, il était clair qu'on ne pouvait plus continuer à les garder alors que d'autres sont déjà en liberté. Pour la même cause et pour les mêmes faits. On reviendra sur le fond, bien sûr, mais je ne doute pas également que si de toutes les façons le droit est dit, la raison a prévalu, le fond également finira de la même manière. Le Conseil national de coordination multisectorielle des activités de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a organisé ce matin un atelier national de validation des conclusions de concertation régionale sur les priorités pour les notes conceptuelles tuberculose et paludisme et la répartition du montant additionnel non signé de la série 10. Cette rencontre rentre dans le cadre du nouveau modèle de financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le compte-rendu de Asman China et Ibrahim Abdou. Il s'agira au cours de cette rencontre d'examiner les conclusions du dialogue pays en vue de définir des stratégies conceptuelles de lutte contre la tuberculose et le paludisme et procéder à la répartition entre les régions le montant additionnel non signé dans le cadre de lutte contre ces maladies. Pendant 4 jours d'ateliers, le CCM, en collaboration avec les comités de pilotage régionaux, a organisé dans les 8 régions des concertations auxquelles ont participé les acteurs du secteur gouvernemental, les partenaires techniques et financiers, les ONG au niveau local, ainsi que les représentants du secteur privé, mais aussi ceux de la population clé, c'est-à-dire les bénéficiaires directs. Le dialogue pays ainsi conduit à accorder une place de choix à l'implication de la société civile et des populations clés afin de mieux appréhender leurs besoins et de rendre efficace la lutte. Cette approche fait partie intégrante des principes clés du Fonds mondial qui, à travers ce nouveau modèle, veut permettre aux personnes vivant ou les plus exposées à la maladie de s'approprier des stratégies à même de produire un haut impact dans la lutte contre ces 3 maladies. La démarche adoptée par le Niger nous a valu une communication de manière exceptionnelle au 32e assise du Conseil du Fonds mondial qui s'était tenue à Montreuil en Suisse en novembre dernier. C'était une occasion au cours de laquelle nous avons partagé avec les responsables du Fonds mondial et des autres pays, à savoir 42 pays d'Afrique, la stratégie adoptée par le Niger qui avait été considérée comme un best practice, en français une bonne pratique.
Procédant à l'ouverture des travaux de cet atelier, le secrétaire général du ministère de la Santé publique s'est réjoui de l'organisation du dialogue pays et rassuré le CCM du soutien des plus hautes autorités du pays. Les différentes concertations que vous avez tenues dans les différentes localités et avec l'ensemble des acteurs vous ont certainement permis de comprendre la nouvelle vision du Fonds mondial. Cette vision prône l'investissement dans les activités à haut impact, mais surtout invite à bien analyser les enjeux contextuels de chacune des régions pour la priorisation des interventions de lutte contre la tuberculose et le paludisme, mais également pour une meilleure répartition du montant alloué de la série 10 du renforcement du système de santé. Ces échanges vous ont également renforcé dans la compréhension des nouvelles orientations de ces deux programmes en termes de priorité et de gap. Des conclusions de ces ateliers régionaux, dont la validation est l'objet de la présente rencontre, doivent vous guider dans la définition des meilleures stratégies pour les interventions futures et permettre à notre pays de bénéficier effectivement de l'allocation annoncée par le Fonds mondial. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général du gouvernorat de Niamey s'est réjoui du choix de sa région pour abriter cette rencontre, combien importante, à l'issue de laquelle les participants définiront des meilleures stratégies pour les interventions contre ces maladies qui causent beaucoup de décès, à savoir la tuberculose et le paludisme. Le président du Conseil supérieur de la communication, Abdraman Ousmane, en sa qualité du président du réseau des instances africaines de régulation de la communication, a effectué du 8 au 12 décembre 2014 une mission d'information et de contact à Ouagadougou, au Burkina Faso. Au cours des entretiens qu'il a eus avec les autorités de la transition burkinabé, il a été question de la situation des instances de régulation et du processus de transition au pays des hommes intègres. Le résumé de Adam Ousmane. C'est en sa qualité de président du réseau des instances africaines de régulation de la communication que le président du CSC, Abdraman Ousmane, est reçu en audience par le chef du gouvernement de la transition burkinabé, Yacouba Isaac Zida. Une rencontre pour témoigner de la solidarité du réseau qu'il dirige à la transition du pays des hommes intègres, mais également leur disponibilité à accompagner cette dernière dans la restauration de la démocratie. Aujourd'hui, les élections en Afrique constituent des tournants décisifs pour la vie sociopolitique de notre pays. Si elles sont bien organisées, c'est-à-dire si elles sont libres, honnêtes et transparentes, les élections conduisent à la paix, à la démocratie, à la stabilité et donc au développement. Mais par contre, quand elles sont mal organisées, elles ouvrent parfois la voie à des contestations et très souvent à des violences politiques et sociales. Donc c'est pourquoi nous avons estimé qu'au vu de l'engagement ferme des autorités de transition à conduire des élections libres, honnêtes et transparentes au cours de ce processus, il est de notre devoir en tant qu'Africains de venir témoigner notre solidarité et notre soutien à ce processus-là, et particulièrement à la régulation des médias. Parce qu'une des conditions de la transparence des élections demeure l'accès égal, équitable des partis politiques et des candidats aux moyens de communication. Notre réseau est venu aujourd'hui pour exprimer donc sa disponibilité aux autorités burkinabées et d'apporter cette expérience et cette expertise. A noter qu'auparavant, cette mission du RIAC, conduite par son président Abdraman Ousmane, a été reçue par le président du Conseil national de transition du Burkina Faso, faisant office de parlement, Chérif Sy. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a animé ce matin un point de presse à son cabinet. Abdulkarim Damalam a annoncé la date du championnat national de lutte traditionnelle prévu à Agadez en février 2015. Ibrahim Tikiré et Aboubakar Souley. Agadez, la cité de l'Aïr, sera la capitale du sabre national 2014. L'annonce officielle a été faite ce 23 décembre 2014 par le premier responsable du sport au Niger, entouré de ses collaborateurs et des responsables de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle. Les dates de 13 mars, vendredi 13 mars 2015 et dimanche 22 mars 2015
ont été retenus donc, pour le démarrage et la clôture de cette prestigieuse compétition attendue par l'ensemble des populations nigériennes, étant le sport roi donc au Niger. Alors, j'informe l'ensemble des amateurs de la lutte traditionnelle que le sabre national va être rediscuté entre tous les acteurs les 13, je répète, les 13 mars 2015 et le 22 mars 2015. À Agadez, bien sûr, puisque la localité également est importante à savoir. Vous savez bien que c'est une compétition tournante, donc c'est au tour d'Agadez donc de nous accueillir à cette date-là. À moins de 2 mois de la tenue du sabre national, le ministère de la Jeunesse et des Sports entend donner un cachet particulier à l'événement. Je demande à l'ensemble des régions de se joindre à moi et de se joindre surtout au président de la République, son Excellence Mamadou Issoufou et le chef du gouvernement Tridi Rafini, pour les accompagner dans leur désir de renforcement de l'unité nationale à travers donc le sport qui, ma foi, une fois que vous êtes sur un terrain ou sur une aire de compétition, non seulement les acteurs mais également les spectateurs oublient tout ce qui en tout cas peut les opposer. Donc c'est un moment en tout cas très très important pour la cohésion nationale et je prie l'ensemble des populations, l'ensemble des régions de faire leur, en tout cas, cette prestigieuse compétition-là comme ils l'ont fait la dernière édition. Après l'édition de DIFA remportée par Yacouba Damou de Niamey, les différents acteurs de la lutte nigérienne doivent taire leurs divergences pour que la lutte traditionnelle continue à être un vecteur de l'unité nationale. Ils auraient payé environ 6 000 euros pour traverser la Méditerranée et rejoindre l'Europe. Près de 900 migrants réfugiés syriens, pour la plupart, ont été abandonnés en pleine mer par l'équipage du cargo qui les transportait. On les suit. Le bateau aurait commencé à voyager il y a une semaine au départ du port de Mersin en Turquie, non loin de la frontière syrienne. À une centaine de kilomètres des côtes siciliennes, les passeurs passent le cargo de 70 mètres en pilote automatique et abandonnent les 850 migrants à bord. Incapables d'en prendre le contrôle, les passagers contactent les autorités italiennes samedi matin grâce à un téléphone satellitaire. Malgré la mer agitée, les secours réussissent à monter à bord du cargo qui continue à avancer à 11 km/h. Alors qu'une dizaine d'embarcations provenant de Turquie ont été interceptées ces dernières semaines, la marine italienne s'inquiète de voir de plus en plus de bateaux de commerce en mauvais état et difficilement maniables arriver sur ses côtes chargées de migrants. Les gardes-côtes qui ont qualifié de criminelle la conduite des passeurs s'inquiètent de ce nouveau procédé et du risque de collision ou d'accident. Avec près de 3500 migrants qui ont perdu la vie en tentant de la traverser, la Méditerranée est devenue en 2014 la route la plus mortelle du monde. En Irak, une communauté a payé un lourd tribut avec l'avancée des djihadistes de l'organisation de l'État islamique dans l'année, les Yazidis. Et l'Amnesty International s'inquiète de la tragédie qui touche cette minorité kurdophone. L'ONG vient de publier un rapport argumenté par de nombreux témoignages des familles yazidis. Elles ont été des centaines, voire des milliers. Femmes, jeunes filles de la minorité yézidi d'Irak, kidnappées et soumises de force à l'organisation de l'État islamique, qui les considère comme des hérétiques. Les jeunes femmes et les filles, pour certaines âgées seulement de 12 ans, ont été séparées de leurs parents et de leurs familles et vendues ou données en cadeau ou ont été forcées à épouser des combattants ou des sympathisants de l'organisation de l'État islamique. Viol, torture, esclavage sexuel, des pratiques courantes pour les combattants de l'organisation de l'État islamique. Amnesty International a recueilli le témoignage d'une quarantaine de victimes qui ont pu réchapper à leurs bourreaux. Certaines ont connu un autre sort, comme Gilan, 19 ans, qui s'est suicidée par peur d'être violée. Une ex-captive témoigne.
Un jour, on nous a donné des vêtements ressemblant à des costumes de danse. Et on nous a dit de nous laver avant de les enfiler. Gilane s'est tuée dans la salle de bain. Elle s'est entaillée les poignets et s'est pendue. Elle était très belle. Je pense qu'elle savait qu'elle allait être emportée par un homme. Nombre d'entre elles ont aussi été forcées de se convertir à l'islam. Toutes ces pratiques relèvent du nettoyage ethnique selon Amnesty et constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Les conséquences physiques et psychologiques sont extrêmement lourdes. L'ONG demande aux autorités kurdes, à l'ONU et aux organisations humanitaires d'apporter davantage de soutien à la minorité yézidi. Voilà, mesdames, messieurs, ici s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.